Coucou. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des gens connectés? Ouais. Ok. Il y a Baudouin. Salut Baudouin. Salut Sinaï. Salut Ben. Qui a très hâte d'entendre cette Airtable Arena sur la documentation. Salut Martial. Toujours les Xavier, le marathonien du Twitch No Code France. Il n'en loupe pas un. Ah ouais, j'ai pas mon hoodies là. Il faut que je me mette au t-shirt parce que j'ai que des sweats Airtable pour l'instant. Donc je pense que je vais lancer une gamme été avec des Marcel, des tongs et des casquettes. Parce que là, j'ai des pulls avec mes sweats. Il est là, hein. Je l'ai, mais je l'ai mis juste pour arriver ce matin. C'est tout. Bon, je sais pas si. Alors, Gildas avait du mal à nous retrouver et puis Arthur n'a pas l'air dispo. Bon. Salut Ago, salut Datapix. Bienvenue à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va discuter de documentation technique dans les projets Airtable Automation avec un plateau de choix quand même. Donc, on va peut-être demander à nos hôtes, à nos hôtes du jour de se présenter en une ou deux phrases, même si je pense que la plupart vous les connaissez. Peut-être Pierre, tu commences. Eh bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Simonin, je suis freelance, donc consultant notamment en automatisation avec une stack de choix qui est Airtable et Make. On t'a pas tout à fait entendu, mais c'est pas grave, ça a un peu lagué. D'accord, bon, je vais changer mon micro. Freelance, automatisation, Airtable, Make. Ça marche ou pas? Ah bon, t'es comédien aussi, de ce que dit Xavier. T'es comédien, Pierre? et acteur à mes heures perdues. Ok. Tu nous préviendras, Pierre, la prochaine fois que je fais des apparitions sur les planches. Oui. Vous m'entendez bien là? Ça grésille un petit peu. Ça grésille un peu. Ah. Non. Je sais pas si je pourrais faire trop mieux que ça. Mais... Vas-y, Élise, en attendant que Pierre. Ouais. Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. Parfait. Nickel. Donc moi c'est Élise Richard et je suis freelance automatisation, no code avec comme stack d'outils Airtable, Make et Softer. Voilà. Et je fais aussi des formations. Voilà, je me lance dans les formations. Rien. Ouais. Donc moi je suis consultant aussi, spécialisé en Airtable et Make, développeur à la base, donc j'introduis aussi parfois du code, un minimum, mais souvent on est à la tentation. Donc voilà, cool d'être avec vous aujourd'hui pour ce Airtable Arena. Vas-y, Noam, parce que là, t'as pas ton son. Hein. On t'entend pas là? Ouais, il faut ton micro. Désolé, j'ai pas l'habitude de. Enchanté, alors moi c'est Noam, je suis consultant Airtable, spécialisé clairement sur Airtable et aussi un peu l'écosystème. Alors moi pour l'automation c'est plutôt Zapier, hein, je suis un petit peu encore old school, et Stacker, qui est vraiment mon outil de choix pour créer des produits avec Airtable. Et effectivement, depuis plus d'un an, je fais également de la formation sur Airtable. Donc voilà, je suis ravi d'être là. Je n'ai pas pu être là la dernière fois. Je suis vraiment ravi d'être là. Et j'en profite pour dire bravo à Julien qui fait un travail d'évangélisation d'Airtable qui est vraiment incroyable et dont nous profitons tous. Moi, je fais rien, j'écoute, je vous laisse parler. Gildas, tu veux te présenter rapidos aussi avant qu'on se lance dans le dur là? Ouais, rapidement. Donc, moi, je suis sur Quimper. Donc, je travaille
principalement sur Airtable et puis en relation avec les TPE, PME pour les aider au quotidien, faire dans leurs activités. Et juste un petit mot, j'ai participé au hackathon de Lorient de hier, donc de ce week-end, pardon. Donc c'était super sympa. Voilà. Ouais, pour dire que l'écosystème de code français est actif et fait plein de choses cool en ce moment. Alors pour commencer, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, c'est pas intéressant. Plutôt voir nos têtes, ça va être plus sympa. Alors, attendez, ouais, comme ça, parfait. Est-ce qu'on voit tout le monde? Est-ce qu'il y a tout le monde là? Je crois qu'il y a tout le monde, ouais, tout à fait. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de parler de documentation. Donc déjà, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qu'on utilise pour en faire. En gros, c'est les trois parties que je voulais aborder. Et sur la première partie qui est le c'est quoi, j'avais deux questions à vous poser. Donc déjà, comment vous définiriez une documentation technique, genre en une phrase? Et puis, si vous pouviez raconter juste la dernière fois que votre doc technique vous a été utile, soit à vous, soit à votre client. D'accord? Juste pour essayer de se rendre compte de quoi ça peut servir. Quitte à dire que personne ne s'en sert jamais, mais voilà. Donc, en une phrase, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une documentation technique et quelle est la dernière fois que ce que vous avez créé en doc a été utile à quelqu'un? Qui veut commencer? Je peux commencer si vous voulez. Rapidement, pas très rapide. Ouais, rapidement. Donc moi, l'objet des docs techniques, c'est plutôt pour bien clarifier les process, repérer les différentes triggers et actions qu'il y a derrière. Et donc à quoi ça m'a servi en fait, c'est principalement pour retrouver quand il y a des webhooks où c'est que ça va et comment ça y va. Voilà. Voilà pour moi. Moi, de mon côté, je distingue bien quand même documentation utilisateur et documentation technique. Il y en a une qui est faite pour les gens qui utilisent la table, l'autre qui est faite plutôt pour les gens, moi ou d'autres qui reprendront le développement de la table. Et alors après, la dernière fois que ça m'a été utile, la documentation utilisateur, j'ai envie de dire, je le sais pas forcément parce que c'est toutes les fois où le client aurait eu envie de me contacter, mais en fait il l'a pas fait parce qu'il a trouvé la réponse dans la doc. Donc moins je sais quand elle est utile, mieux c'est finalement. Après la doc technique, honnêtement, c'est dès que je dois revenir sur une base quelques mois après, voire même quelques semaines plus tard, sur un point en particulier. Parfois ça aide bien d'avoir la doc juste pour se rappeler un peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que Airtable est un outil assez fabuleux et la base en soi, on voit comment elle est construite, il n'y a pas trop de soucis, mais tout ce qui se passe sous le capot, les automatisations, et puis quand on ajoute des scénarios make, etc. Enfin, ça commence à devenir un peu difficile de pouvoir suivre le flux de données, et c'est à ça notamment que sert une documentation technique, quoi. Florian? Ouais. Pour moi, une documentation technique, effectivement, ça sert à pouvoir revenir par la suite sans devoir vraiment aller explorer dans tout ce qui était construit vraiment bloc par bloc, etc. Maintenant, je trouve ça aussi assez utile pour comprendre le contexte au moment où on a pris certaines décisions techniques. Si on y revient plusieurs mois après, on va se dire, OK, pourquoi est-ce que ça avait été fait comme ça? Et on a parfois la tendance à vouloir changer quelque chose qui fonctionne déjà en se disant, en fait, ça aurait pu être fait plus simplement, alors que les décisions qui ont été faites à ce moment-là étaient basées sur certains prérequis. Et donc, moi, j'aime bien aussi lister ces prérequis pour dire, par après, quand je reviens, ah oui, OK, ça a été fait comme ça pour telle et telle raison. C'est vrai que j'ai déjà eu le souci, avant, quand je faisais pas trop de documentation, de mal comprendre ce que j'avais fait, et du coup de me dire, ah mais je m'étais planté, et du coup de corriger, et en cours de route de me dire, mais non en fait, j'avais mal compris. C'est comme ça que ça marchait, bon, j'annule tout parce que en fait ça marchait très bien. Alors oui, je suis un petit peu tous d'accord avec un peu ce que vous avez dit. Effectivement, je fais une distinction claire et nette entre les utilisateurs finaux et ce qu'on appelle les administrateurs. Les utilisateurs finaux, pour moi, je fais pas de doc. C'est-à-dire que pour moi, si je dois faire une doc pour les utilisateurs finaux, c'est que quelque part, j'ai un peu échoué. Les utilisateurs finaux, ça doit être tellement instinctif
qu'il doit déjà que c'est dur d'engager les utilisateurs finaux, même quand tout est bien fait. Alors si en plus il faut qu'ils regardent une doc, voilà, donc j'essaye de ne pas le faire. Par contre, pour les admins, oui, je crée de la documentation dans le cadre du développement. Et puis évidemment, quand on revient sur le projet plusieurs mois plus tard, à ce moment-là qu'on est une base. Mais c'est même pas ça, c'est que moi j'ai l'impression que même, je me rends compte que même d'une session à l'autre, séparé de 2 jours, d'un jour à l'autre, une fois qu'on a designé un truc, on revient 2 jours après, finalement, une fois qu'on a dormi, qu'on a réfléchi et que le cerveau a réfléchi un peu en background, on se rend compte avec le client qu'en fait, non, on a fait fausse route. Donc, il y a un vrai travail qui se fait d'abord sur la doc. Alors, ce que j'appelle la doc, moi, c'est 2 choses principalement. C'est le diagramme entité-relation, qui définit la relation entre les tables. Et le deuxième doc, en général, que j'utilise, c'est un flowchart, donc un parcours, un document qui décrit le parcours utilisateur. Donc, c'est les 2 trucs sur lesquels je vais travailler avec le client. Et c'est ça qu'on fait évoluer au fur et à mesure qu'on fait évoluer la base. Voilà. On en parlera plus tard dès qu'on rentrera dans le concret. Élise, non, mais je suis d'accord sur le fait que il y a une claire distinction entre la doc pour les utilisateurs et la doc technique. C'est vrai que moi, de temps à autre, je fais quand même des tutos pour les utilisateurs, surtout que voilà, je bosse avec des boîtes où il y a pas mal de stagiaires, où ça tourne. Donc, c'est intéressant d'avoir des tutos à un endroit donné. Et oui, pour la doc technique, c'est vrai que pour moi, ça sert à centraliser, clarifier, que ce soit les ressources utilisées, parce que parfois, on arrive dans une startup où les ressources, elles sont un peu éparpillées. Donc, moi, finalement, je centralise les différentes docs que j'ai utilisées. Les process, les process qu'on va mettre en place, comme ça sert de base de travail avec le client pour définir les process. Comme tu disais, Noam, la structure de données. Et oui, définir les prérequis, finalement, c'est ce que tu disais aussi, Florent. Mais la difficulté que j'ai, moi, surtout, c'est de maintenir, en fait, cette doc. Finalement, au début, c'est très clair, on a une belle base. Et après finalement, au fur et à mesure de l'implémentation, c'est là où ce que disait Noam est particulier, parce que je trouve que beaucoup se disent, bon, bah, moi, je commence pas à faire la doc avant que tout soit stabilisé. Alors que Noam, c'est son outil de travail pour itérer en amont, limite, de la conception. C'est j'itère, on est OK sur ce qu'on va faire, on fait. Et c'est la doc qui drive la conception. Voilà. Mais ça prend du temps. Il y a de l'inertie et du travail derrière. Et donc, il faut avoir des clients qui soient prêts à payer ce travail de conception. Oui, surtout une fois qu'on a fait la base. Parce qu'après, à la limite de le faire avant, ça passe. Mais une fois que la base commence à fonctionner, là, pour revenir à dire non, on a changé des choses, il faut revenir sur la doc, parce que sinon on va se perdre. Oui, on verra ça plus tard, et c'est vrai qu'après on oublie, et puis après on se retrouve un mois plus tard en fait, avec la doc qui ne matche pas vraiment. Et là, voilà, ça c'est le piège de l'enquête. Ouais, vas-y, Pierre. Vas-y. Non, mais moi je fais pas, je fais la doc plutôt après. Ce que je fais régulièrement en revanche, c'est de faire la structure de la doc en parallèle. Je mets pas de contenu, mais j'ai juste les titres. Donc j'organise la doc parce que c'est en fait, les titres de la doc, déjà, c'est la manière dont je structure dans ma tête les processus, les parcours utilisateurs, etc. Et donc, rédiger la doc avant me semble pas forcément le plus productif parce qu'il y a plein de choses que je maîtrise pas encore. Je sais pas comment ça s'appelle des boutons, je sais pas, etc. Mais la structurer pour structurer ma pensée et la base me semble effectivement pas mal. Après, j'ajouterais sur les points, on parle de doc utilisateur, doc technique. Je dirais que, faut pas partir du principe qu'il n'y a pas besoin de doc, c'est bon, c'est facile. Après, il n'y a pas toujours besoin de doc non plus. Il y a des projets où il n'y a pas besoin de doc utilisateur parce que c'est simple. Il y a des projets où il n'y a pas besoin de doc technique parce qu'une personne qui connaît un peu Airtable en regardant la base, elle sait ce qui se passe, elle sait comment ça marche fin d'histoire. Il y a quand même une question d'analyser un peu le sujet et savoir vraiment pour quel objectif je fais ma doc, pour quelle personne, dans quel contexte. Et après, on peut commencer à faire une bonne doc, mais c'est sûr que commencer à faire une doc sans savoir pour qui on l'a fait, c'est pas évident. Ok.
Il y avait une question. Alors, il y avait plusieurs questions. Ouais. Il y avait des questions sur les supports et tout ça, mais ça, c'est les parties d'après, justement. Et donc, vous n'avez pas d'anecdote marrante sur des docs qui ont servi à des moments particuliers, qui vous ont sauvé la vie ou sauvé la vie de clients, ou non, de petites histoires particulières en lien. Non, on n'a jamais de problème sur les automatisations. J'ai plutôt le problème inverse. J'ai déployé une base il y a 2 semaines. Il y a un utilisateur qui vient me voir en disant « Ah, j'arrive pas à faire ça ». Je dis « Bah, écoute, prends la doc sous les yeux. Quelle doc ?» Bon. Donc les gens, ces managers lui ont partagé la base, mais pas la doc. Bon, à un moment, je peux pas... Il y a un manque de culture de doc. Ouais. Et c'est vrai, parce que c'est vrai que le no-code, on travaille beaucoup avec des équipes qui ne sont pas des équipes de dev, parfois, et donc c'est des gens qui n'ont pas cette culture de la documentation liée à des outils techniques. Ça, c'est un point. Après, pour avoir discuté avec des DSI d'entreprise, personne ne dit la doc non plus sur des projets à des centaines de milliers d'euros. Il n'y a pas de culture de doc tout court, et on va en parler un peu plus en détail, mais donc une bonne doc, idéalement, elle est aussi intégrée dans l'expérience d'utilisation de la plateforme. On en parlait d'ailleurs la dernière fois avec Gildas et Elise, les interfaces Airtable sont une super opportunité d'expliquer déjà directement dans l'interface comment ça marche, et si besoin, de mettre un lien vers une doc plus complète pour dire, bon, voilà, vous avez besoin de plus d'infos, il y a la doc à cet endroit-là. Et c'est vrai qu'au moins, ça permet de s'assurer que la base et la doc sont indissociables, quoi. On ne peut pas transmettre l'un et pas l'autre. On va y aller sur cette question-là. Donc, ok, sur le quoi, bon, on a commencé à aborder diverses thématiques. Alors, deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce qu'on y met dedans et comment on structure? Comment vous faites ça, quoi? Concrètement, si vous avez des templates un peu généraux, on ne parle pas des formats, genre les outils qu'on utilise, on en parlera après, mais concrètement, de quoi ça parle, vos docs? Quelle est la structure? Est-ce que c'est par user story? Est-ce que c'est des objets? Quel est le grain de détail que vous y mettez? Quels sont les sujets? Est-ce que c'est le description de comment ça fonctionne? Est-ce que tout ce qui est gestion des bugs que vous faites après, est-ce que vous les mettez dedans? Voilà, c'est un petit peu aborder ces thématiques-là. Est-ce qu'il veut commencer? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent partager des trucs? On peut montrer aussi. Allez-y. Ouais, j'ai un... Alors, il faut que je partage mon écran. Pierre a toujours le cœur sur la main pour nous partager ses contenus. Allez, vas-y. Alors, attends. Hop. Donc ça, c'est un exemple de documentation que j'avais faite pour un client. C'est la documentation utilisateur. C'est vraiment gérer une base de gestion de deal financier, en fait. Donc la petite introduction à Airtable, c'est pas là que je mets, je vais pas faire un pavé, mais je mets un lien vers des ressources. Bon, si vous savez pas comment marche Airtable, c'est par là que ça se passe, parce que, voilà, je vais jamais trop partir du principe que c'est facile, les gens savent comment ça marche, ou les gens savent déjà comment ça marche. Une présentation rapide de la base, voilà comment c'est structuré, et après comme tu disais, des user stories, voilà comment on gère les contacts, voilà comment on gère les startups, les investisseurs, les petites vidéos Loom pour expliquer visuellement, voilà comment ça marche, voilà comment on gère un deal. Je rentre pas forcément dans le contenu du détail, mais voilà, c'est en gros un cas d'usage égale une partie. Là, j'ai tout mis sur le même document parce que c'est relativement simple. J'aurais pu en faire plusieurs pages si ça avait été un peu plus long et que ça avait été nécessaire. Après, je voyais dans le chat une discussion intéressante entre Ben et Xavier sur les vidéos, pour ou contre la vidéo, parce que les vidéos, c'est pratique, c'est visuel, c'est facile à faire, mais c'est rarement mis à jour. Et j'ai envie de dire, tout est dit. Moi, j'en mets parce que c'est vrai que c'est facile et je vois pas trop de meilleurs moyens
d'aider enfin, de mettre le pied à l'étrier aux utilisateurs. Après, c'est sûr que si c'est une base qui évolue tous les jours, les vidéos, elles vont être rapidement dépassées. C'est inévitable. Bah, ça dépend, parce que si les vidéos correspondent à des user stories spécifiques qui, elles, ne bougent pas, tu peux réussir à segmenter tes vidéos sur des blocs qui ont une cohérence, quoi, tu vois, et qui n'ont pas vocation à tromper. Oui, c'est toujours possible. Après, disons que quand tu segmentes, du coup, tu as beaucoup de vidéos. Est-ce que tu vas bien penser, je viens de détecter le user story, il faut que je pense à faire telle vidéo en particulier. Et c'est déjà difficile d'avoir ces disciplines sur le texte, peut-être encore plus compliqué sur la vidéo, mais bon, de toute façon, c'est une problématique de mise à jour de la documentation en général, qui est, à mon sens, pas vraiment exclusive à la vidéo. T'as plus de son, Florian. Tu peux remettre ta... Yes. Je disais par rapport à ce point-là, pour moi, il y a quand même un aspect important, c'est d'éviter de surdocumenter les choses. Et donc, j'essaye, moi spécifiquement, d'éviter, par exemple, de faire des références vers des choses qui pourraient changer, comme des noms de table, dire, OK, c'est une interface qui s'appelle comme ça, etc. J'essaye plutôt de garder les concepts dans la documentation plutôt que des éléments extrêmement précis pour éviter justement que cette documentation devienne trop vite obsolète et qu'elle ne requiert vraiment trop de mise à jour. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Pour moi, ça ne sert à rien, par exemple, de documenter un scénario Make dans son ensemble en disant je fais un document Notion à côté de Make où je vais détailler quels modules sont utilisés, etc. Parce que ça va être extrêmement lourd à mettre à jour dès qu'on va changer le scénario Make. Donc, dans la mesure du possible, moi, j'essaye de rapprocher la documentation le plus possible de l'outil. Donc, si l'outil permet de documenter, comme par exemple Make en ajoutant des notes, etc. sur les modules, je le fais à cet endroit-là. Et j'essaye aussi, dans la mesure du possible, d'avoir des workflows qui sont auto-documentés. Donc, par exemple, de découper les scénarios Make en petites parties, déjà parce que c'est plus facile, c'est réutilisable, ça segmente mieux le process. Et en plus de ça, déjà, le nom du scénario, il va être beaucoup plus simple à comprendre. C'est pas create a client when, enfin, je vais faire créer un client quand un formulaire de contact est renseigné sur la page contactez-nous du site, C'est plutôt, on a un workflow qui importe les contacts qui viennent d'un formulaire. Ensuite, on a un workflow qui crée un contact dans le CRM, etc. Et comme ça, les workflows ont des noms qui sont cohérents et c'est relativement simple à comprendre déjà en lisant brièvement comme ça. Arthur Soustel et Uniflow nous disent que dans Make, la première chose qu'ils font, c'est renommer les modules. Moi, je suis d'accord, c'est vraiment le premier truc qui aide à s'y repérer quand on vient quelques semaines plus tard sur un scénario et ils mettent des modules dedans. Et Xavier dit que pour bien faire les choses, il faudrait facturer la doc, facturer le temps qu'on passe sur la doc. Je sais pas si vous faites, moi j'avoue que trop souvent j'oublie encore, je me dis purée, faut que je commence la doc et j'ai déjà bouffé mon budget sur la prod en fait. Donc je fais la doc un peu gratuitement. C'est vrai que c'est des choses que je systématise pas encore totalement. Moi, si je peux rajouter quelque chose, je suis assez d'accord avec Florian. Effectivement, normalement, l'outil est visuel est censé représenter en même temps, entre guillemets, la doc. Donc, il est assez clair pour comprendre. Donc, quand c'est des projets simples, effectivement, il n'y a pas vraiment besoin. Là où moi, j'ai vraiment ressenti le besoin de mettre la doc vraiment sur un vrai doc, les flowcharts sur un Miro, bah, c'est justement quand on va avoir un projet, on va avoir en même temps des automations sur Zapier et une partie des automations qui va être sur Airtable. Là, c'est là que ça commence en général la jungle. Et donc là voilà, il fallait que je trouve un truc pour centraliser tout et savoir, OK, en 2 secondes, OK, j'ai un problème sur ce workflow, je vais voir ma doc, je clique sur le lien et le lien me ramène directement ou sur le Zap si c'est le Zap qui le gère, ou sur le Airtable Automation si c'est une automation d'Airtable qui le gère. Voilà, et ça, effectivement, ça m'a fait gagner un temps fou. Ouais. Après, sur ce que vous disiez, enfin, Florian et Noam notamment, c'est vrai qu'il y a de toute façon une problématique de conception. Enfin, une bonne doc ne sera jamais une expérience utilisateur pourrie sur la base ou sur l'application qu'on développe. C'est assez évident.
c'est l'application, la base Airtable, c'est une ville dans laquelle on se déplace. Déjà, le plan d'urbanisme doit bien être fait. Idéalement, il y a en plus de la signalisation qui fait qu'on arrive à naviguer bien. Et en plus de ça, la doc, c'est une carte qu'on fournit aux utilisateurs pour s'y retrouver. Aux utilisateurs, voire aux techniciens, dans une ville, typiquement, avoir une carte pour du réseau d'électricité ou du réseau d'égout pour les personnes qui sont censées intervenir sur ces choses-là. Typiquement, les automatisations qui va sans doute, c'est quelque chose d'indispensable. Mais ça ne remplacera jamais une architecture bien conçue à la base, quoi. Ça c'est sûr, et idéalement, on n'a pas envie de sortir une carte en permanence, c'est vraiment le dernier recours. Donc, il faut qu'elle existe, cette doc, mais en même temps qu'il y en ait le moins besoin possible. On a tous connu des bases Airtable sur lesquelles on est arrivé, où les gens avaient fait des onglets pour tout et n'importe quoi. Bon, ça ressemble, c'est juste, dès qu'ils avaient un formulaire à faire, ils faisaient un onglet. Et donc, il y a aucune compréhension à avoir de ce type de base. Alors que lorsqu'on a une base bien structurée avec une table par objet, bah là, on va comprendre, ça c'est les entreprises, ça c'est les contacts, ça c'est les interactions. Voilà, tout de suite, il y a beaucoup moins à expliquer parce que ça coule de source. Et ça rejoint en plus des templates, des structurations un peu connues d'informations, quoi. Ça, c'est... C'est sûr que la structuration de l'information dès le départ, c'est l'essentiel de reprendre des bases. C'est vrai que des fois, on voit des trucs un peu farfelus où en fait, il y a trois bases, enfin trois tables avec des utilisateurs, un qui est pour l'intervenant, un qui est pour l'abonné, un qui est pour le membre. Puis du coup, pour assembler tout ça, voilà, c'est pas forcément évident, surtout qu'il y a des choses qui sont rattachées, des workflows, des fois qui sont rattachés derrière. Mais bon, la conception de vraiment des bases et le schéma des bases au démarrage aide tout le processus, que ce soit et la construction de l'outil et la construction de la documentation et du coup l'intégration des utilisateurs derrière aussi. C'est vrai que, enfin, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que moi la doc, je l'ai énormément utilisée vraiment comme outil. Enfin, la doc et les outils comme Miro, comme Whimsical, je les avais énormément utilisés au début pour vraiment formaliser et réfléchir voilà, prendre 1 heure, 2 heures avec le client pour réfléchir à quel process on veut mettre en place parce que parfois c'est même pas clair en fait. Et une fois qu'on le dessine, eh bien ça peut évoluer. Et en le dessinant, on se rend compte que c'est pas forcément le process idéal. En essayant de prendre en compte en fait tous les cas un peu voilà, marginaux. Et donc ça peut permettre même au début, même avant de commencer le projet, moi je me suis retrouvée avec V1, V2, V3 du schéma, voilà, et des process avant de vraiment avoir voilà, un process un peu clair et le plus simple en fait possible pour avoir une base la plus saine possible, quoi. Voilà, mais après tout l'enjeu, encore une fois, c'est de la maintenir. C'est toujours la même chose. Par rapport justement au fait de maintenir, il y a des choses que j'ai déjà vues en travaillant sur des bases qui avaient été faites par d'autres agences, etc. et qui, sur le principe, me semblent très utiles. Sur maintenant la manière de le maintenir, etc., me semble beaucoup plus flou et douteux. C'est des listes de champs par rapport aux tables qui sont avec en fait l'utilisation qui sont faites de ces champs-là. Donc, ce champ-là est utilisé dans telle formule, l'automatisation ici utilise ce champ-là, etc. Alors, pour moi, sur papier, c'est excellent parce qu'on s'est tous, je pense, déjà retrouvés dans une situation où on tombe sur une base d'un client. Il nous dit il faut renommer ce champ-là ou j'aimerais le passer en single select ou peu importe. Et on se dit, OK, ça risque d'être délicat à changer parce que potentiellement, il y a un stacker, un software derrière, il y a peut-être des automatisations internes, externes à Airtable, peut-être des scripts. Et donc, en gros, on se retrouve souvent à parcourir l'ensemble pour être sûr que ce ne soit pas utilisé et on n'est même pas sûr qu'on n'a pas loupé quelque chose, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je pense qu'en tout cas, un outil qui permettrait de structurer tout ça, ce serait bienvenu. Oui, c'est sûr. Y a une app dans Airtable qui permet d'avoir une vision d'ensemble de la structure, mais qui est pas hyper bien foutue, pas très visuelle, pas exportable, etc. Ce que tu décris là, des listes de champs et à quoi ça sert et quand est-ce que c'est utilisé,
Je l'ai fait des fois, mais vraiment sous forme de snapshot en me disant, je reprends une base qui a été développée organiquement par un client. C'est le bazar. Personne n'a une vision d'ensemble des champs. Donc, il y a les plus grosses tables, elles avaient 150 champs. Donc, je me suis dit, je vais me farcir la liste des champs. Je vais tous les regarder, à quoi ils servent, etc. Et je vais documenter ça. Pas pour en faire une documentation utilisateur, une documentation qui sera maintenue, etc., mais juste pour avoir là, maintenant, la vue d'ensemble de comment ça marche et comment on doit faire évoluer tout ça. Mais ça me semble immaintenable, quelque chose d'une telle complexité. Enfin, autant mettre les descriptions dans les champs directement, ce qu'Airtable le permet, c'est plus utilisable quand même. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, Pierre. C'est en fait la bonne pratique, c'est quand c'est utilisé dans une automatisation un peu sensible, c'est voilà, de le marquer dans la description le plus possible. Voilà, ce champ est utilisé dans telle automatisation. Pour l'instant, j'ai pas trouvé une manière plus simple de le. C'est vrai que, excuse-moi, c'est vrai que dans certains outils, il y a possibilité de ressortir la dépendance par rapport à un champ donné. Je ne sais pas si c'est possible dans Airtable. Moi, je n'ai pas repéré ça en tout cas. Peut-être que les gens qui ont plus d'expérience là-dessus l'ont peut-être vu, à part évidemment l'app dont parlait Pierre tout à l'heure. Mais voilà, c'est vrai que ce serait super intéressant d'avoir cette possibilité de ressortir la dépendance par rapport à un champ. Ouais, c'est ça. En fait, l'app c'est celle qui permet de ressortir le schéma. Alors là, on peut avoir déjà tout ce qui est roll-up, relation, utilisation dans des formules. Mais effectivement, dès qu'on utilise, je pense, les automations, c'est même pas encore. Non, c'est pas lié dedans. Donc en fait, il nous manque tout ce qui en fait est le plus complexe presque. Parce que le reste, si on change la configuration d'un roll-up, on va voir le petit triangle qui nous indique qu'il y a un souci de configuration. En fait, tout ce qui nous manque, c'est justement ce qui est invisible à l'œil nu, c'est les automatisations natives, tout ce qui pourrait planter dans Integromat, Make, Zapier, tout ce qui pourrait être utilisé sur des portails, etc. En fait, ce serait plutôt essayer d'analyser l'utilisation de certains champs sur l'API, mais ça, forcément, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Après, moi, j'ai pas trop de solutions. Mais c'est vrai que ce que tout ça implique, c'est que du coup, les champs qui existent, j'évite de les renommer, j'évite de les supprimer, parce qu'il y a toujours ce truc de, on ne sait jamais si quelque part, dans un script, dans une automatisation ou autre, ils sont utilisés. Et pour les bases un peu complexes, j'ai pas vraiment de solution là-dessus. Si vous avez des astuces ou autres. Mais... moi, je sais que ça m'arrive en fait de faire une table Airtable en fait avec du coup le champ et le trigger associé en face. Bon, c'est un peu de boulot, hein, mais ça permet quand même de bien se retrouver dans des situations qui peuvent être complexes avec des workflows un peu lourds. Benoît demandait si avec l'API Airtable, il y avait la possibilité d'accéder aux champs, de les lister. Il me semble que c'est possible avec les scripts au moins. Avec l'API, je suis pas sûr, je sais pas. En fait, ouais, avec les scripts, tu peux déjà lister, mais le problème, c'est que tu dois exécuter ton script manuellement ou bien éventuellement faire genre une automatisation qui après fait un fetch pour envoyer le résultat de ta structure. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne notamment Mini Extension. Ils te demandent de coller un script et après, en fait, eux exportent ça vers leur serveur. Avec Metadata API, tu peux lister les bases et les champs et leurs types, etc., même leur configuration. Mais le problème, c'est que ça ne résout pas réellement le problème, dans le sens où nous, ce qui nous intéresse, c'est dans quel cadre sont utilisés ces champs-là. C'est pas juste avoir leur présence, parce que ça, bon, là, visuellement, dans Airtable, on peut utiliser des scripts pour tout lister, etc. Mais l'utilisation, ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus bloquant, en fait. Non, c'est sûr, mais après, disons que si on a envie de se dire, je vais lister l'utilisation de chaque champ, pouvoir sortir automatiquement la liste des champs, plutôt que de taper à la main les 200 champs, c'est pas plus mal non plus, quoi. Je voulais savoir, est-ce que vous intégrez tout ce qui est... souvent, il y a des automatisations qui pètent, il y a des bugs, parce que il y a des cas d'usage que vous n'aviez pas prévus. Est-ce que vous intégrez ces résolutions de bugs et tout ça dans la documentation technique? Non.
toi, enfin, il me semble que toi, tu le fais tu fais des looms de tes résolutions de bugs, c'est ça? Alors, c'est beaucoup, parce que j'ai beaucoup de clients qui veulent prendre la main sur les outils et, et ils veulent apprendre généralement à faire aussi et à réduire un peu les bugs. Et donc, ils demandent beaucoup ils veulent avoir les vidéos Loom liées à la résolution des bugs, parce que notamment, c'est une compétence qui s'acquiert avec l'expérience et que quand ils sont assez débutants sur Make, ben, ils savent pas trop par quel bout prendre ces erreurs. Ils savent pas si, et notamment, la grande question, c'est est-ce que ça vient du fait que le truc a pas trigger dans Airtable parce qu'il y a un champ qui est pas, enfin, ça va pas dans la bonne vue, ou est-ce que c'est un vrai bug lié à Make? Parfois, ils savent même pas ça, quoi. Genre, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui touchent à rien et qui disent j'ai appuyé sur le bouton, ça a pas fonctionné. Dans ce cas-là, il y a la question, mais est-ce que tu es sûr qu'il avait les conditions pour que ça fonctionne? Et puis il y a celui qui a les mains dans les deux endroits et il faut me dire, bah, il y a d'abord que ça se lance et si ça s'est lancé, peut-être que ça a bugué. Donc ce travail sur parce que c'est toujours pareil, il y a les user stories, il y a le contexte, on va dire, nominal d'activité de l'outil, et puis il y a quand ça a cassé, quand il faut remettre à jour les données qui devaient être importées, qui ne sont pas importées pendant un moment. Tout ça, tous ces démarches de backup aussi, c'est des choses que vous intégrez, qui sont pour vous pas dans le cadre du projet. Comment vous je trouve ça hyper intéressant comme manière de faire. Après, pour moi, c'est pas vraiment de la documentation. Là, on est plus dans du contenu de formation, en fait, où tu transmets des compétences, mais en soi, ça n'a rien de spécifique à la base. Mais la pratique est hyper intéressante parce que c'est vrai que concevoir des scénarios make standard, bon, il y a une petite courbe d'apprentissage, mais ça se fait assez rapidement. Mais réussir à débugger quand t'es face à une erreur, tu sais pas exactement par quel bout le prendre, c'est là en fait que commence à être la vraie expertise. Et c'est vrai que c'est pas mal d'aborder ça par des exemples concrets ben voilà comment j'ai fait et la prochaine fois vous saurez. Enfin, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que les différents types de projets, il y a des projets où tu livres, ça fonctionne et les gens utilisent tel que. Tu as des projets au long cours où tu es en permanence en train de faire évoluer les choses. Et donc, tu as des choses un peu qui peuvent casser derrière. Et puis, les gens, ils sont très impliqués dans le projet, donc ça avance. C'est vrai que ces questions de documentation et de quoi les gens ont besoin, et donc de quoi, voilà, quand ils apprennent, ils veulent avoir le support d'informations. Alors, c'est peut-être plus de la formation que de la documentation. Mais cette question se pose aussi, de se dire où se trouve la frontière entre la doc et puis le fait de transmettre de la connaissance, tu vois. Il y a de toute façon des frontières floues entre développement, documentation, maintenance, support, formation. Enfin voilà, tout ça se rejoint un peu à un moment ou à un autre et c'est aussi pour ça qu'il est important de cadrer la mission pour soi, pour le client mais déjà pour soi, juste de savoir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, parce que c'est facile de faire de l'assistance utilisateur pendant 6 mois après avoir livré la base, mais ça peut être un gouffre sans fond potentiellement. Moi, le petit mot que je voulais dire, c'est finalement avec les interfaces, c'est génial parce qu'on peut voilà, mettre des liens vers la doc, on peut expliciter un peu le fonctionnement, mais finalement, ça éloigne les utilisateurs de la base. Et donc, moi, dans beaucoup de projets, finalement, je leur parle de la base, ils la touchent jamais, quoi. Et donc, c'est encore plus difficile de les former, les onboarder, voilà, pour qu'ils débuguent un peu eux-mêmes ou qu'ils se débloquent de certaines situations. Et donc, après, il y a cette problématique de dépendance, quoi, surtout dans les petites structures où finalement, ils n'ont pas forcément le temps de rentrer la tête dedans. Ouais, de mettre les mains dans la tête, ouais. C'est ça. Une question d'envie aussi. C'est-à-dire ceux qui restent dans la base d'interface, c'est qu'ils en ont envie. Ceux qui restent dans l'interface, c'est aussi une envie particulière. C'est marrant, c'est la discussion qu'on avait avec Pierre la dernière fois. Pierre, il n'a aucun client qui veut toucher à la base. Moi, tous mes clients, ils passent leur dimanche sur Make à faire des trucs, quoi. Donc, c'est marrant. Il n'y a pas tous les mêmes clients. Donc, voilà.
Juste un petit truc, moi j'essaie en général de bien distinguer justement la prestation qui est attendue par le client, à savoir si c'est plutôt au format coaching et réalisation, auquel cas c'est plutôt le client qui va réaliser le projet, le produit, etc., avec un accompagnement régulier, versus plutôt de la prestation où on développe le projet pour lui. Et après, on lui explique d'un point de vue utilisateur comment il fonctionne. Parce que sinon, effectivement, on tombe vite dans le « Ok, je le fais une fois, et cette expertise, pour moi, elle a de la valeur. Et en même temps, par après, je passe du temps à expliquer au client comment ça fonctionne. » Donc, en fait, on fait ce travail 2 fois. Une fois, on réalise le projet. Une deuxième fois, on l'explique au client. Mais ça prend quand même beaucoup de temps, quoi, d'expliquer au client. Et oui, ça c'est sûr, enfin, c'est une mission à part entière. Et après, ça peut même avoir une influence sur ce qu'on développe, parce que donc les choix techniques sont pas forcément les mêmes. Si le client doit le reprendre, on s'interdira peut-être certains choix plus poussés, genre je vais pas faire un script. Si je sais que le client veut reprendre la base, je vais essayer de partir sur des choses simples, une structure simple, compréhensible, etc. Alors que si le client veut que je lui développe une base qui marche et que je sais qu'il refera appel à moi ou à un autre professionnel s'il veut la faire évoluer, là je serai moins limité dans les possibilités, techniques, quoi. Est-ce que, alors, en parlant d'outils, est-ce que vous voulez soit montrer des choses en particulier ou montrer des outils particuliers qui servent au niveau de la doc? Alors, on a parlé de Loom. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui font des choses sur Notion. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés, que vous utilisez, que vous voulez montrer? On a parlé de Miro et de Whimsical. Est-ce que vous utilisez des formats particuliers, des templates particuliers dans ces outils-là? Moi, je pars de zéro. Sur Whimsical, pardon, excuse-moi Pierre. Sur Whimsical, ouais, je fais toujours mon schéma à partir de rien. Sur Notion, pour l'instant, moi, j'ai pas de structure construite, mais je pense que c'est intéressant d'avoir une bonne structure bien faite pour. Qui balance un truc encore. Ok. Il donne tout. Ouais, vas-y Pierre, à toi. C'est juste pour donner des exemples. Donc Miro et Whimsical, ce sont deux outils très similaires qui permettent de faire des graphiques comme ça et plein d'autres choses. Donc ça, c'est un exemple de structure de base de données, par exemple. En l'occurrence, c'est une base de données qui n'existe pas. C'est que j'ai repris un projet client dans lequel la base de données était totalement éclatée, ne correspondait pas à grand chose. Alors j'ai pris mon Whimsical pour la refaire en disant ok, si je devais faire la base maintenant, à quoi ça ressemblerait? Et finalement c'est mon schéma directeur. Il y a certaines modifications qui sont déjà faites, d'autres qui seront jamais faites, mais ça me donne une vision de quelles sont les dépendances logiques en fait entre les différentes tables, parce que les outils intégrés à Airtable montrent leurs limites pour voir ce genre de dépendance. Donc ça, c'est vraiment pour la structure d'une base. Hein, chaque bloc, chaque petite ellipse là, c'est une table concrètement. Et après, là, c'est un exemple. Je fais pas forcément des workflows de process, parce que en fait, les process sont la plupart du temps linéaires. C'est une nappe, une autre, puis une autre, puis une autre. Donc, en général, je fais ça sous forme de bullet points ou de liste numérotée sur Notion. Mais des fois, il y a des graphes ou des points particuliers qui nécessitent des graphes. Et là, typiquement, c'était une fonction. J'avais une fonction de pricing pour un client qui était hyper complexe. C'est-à-dire que j'ouvre la fonction sur Airtable et je me dis, ok, mais j'ai pas demandé ce que ça fait. Et quand j'ai dû revenir dessus, 1 an plus tard, je l'ai documenté, j'en ai fait un graphe en me disant ok, voilà les différents embranchements, les différentes conditions et ce que ça me ressort en fonction de ces conditions. Et voilà, comme ça, du coup, pour moi et pour le client, le pricing est devenu beaucoup plus lisible et on sait facilement comment ça marche. Et ça nous a permis d'ailleurs récemment de débugger. Il y a eu un souci dans le champ prix calculé et il fallait qu'on remonte à d'où est-ce que vient le problème, qui a fait une erreur, et on a pu remonter comme ça.
Et il y a Uniflow qui dit sur Whimsical, on peut mapper les process métiers pour les discoveries. Alors, il parle un langage que je ne comprends pas totalement. S'il peut se. Je ne sais pas ce que c'est qu'une discovery, mais. Découverte des besoins clients, je pense. Pendant le Discovery Call, c'est genre le premier call pour comprendre ce que le client a besoin. Et donc là, en fait, pendant qu'il t'explique, tu mappes le workflow sur un Whimsical. Voilà. Je pense que c'est ça. Et en fait, moi, personnellement, je le fais sur Miro, ce truc-là. Bon, bah, tu peux faire Miro, pourquoi tu peux faire Miro à Whimsical? Je vais te montrer pourquoi. Bah, je vais faire un petit share rapide, puisqu'on est dans les shares. Voilà. En gros, pourquoi Miro alors que c'est un outil qui est cher, tu vois. Parce que tu as les moyens. Oui, j'adore claquer de l'argent dans les outils, ça m'éclate. Non, en fait, c'est parce que dans les autres outils, tu ne peux pas mettre de lien à l'intérieur des cellules. Et moi, c'est ça que j'utilise. Donc là, par exemple, c'est un process d'onboarding RH. Donc là, le truc, ce que je fais, c'est que chaque carré, donc ça représente un step. Donc ça, c'est classique. Et là, l'intérêt, c'est que je mets le lien vers le ZAP qui est en charge d'exécuter ce step-là. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin de chercher pendant des heures. Est-ce que c'est sur un ZAP ou est-ce que c'est un Airtable? Et alors, quand c'est Airtable, eh ben, je mets tout simplement le lien vers le Airtable Automation. Et aussi, je mets les liens vers les formulaires. Par exemple, j'ai plein de formulaires dans tous les sens, généralement dans les projets. Je les perds. Ben là, hop, je le retrouve tout de suite. Tu vois? Et quand j'ai un bug, eh ben, j'essaie de retrouver exactement dans quelle étape ça se trouve. Ah, c'est à l'étape d'arrivée. C'est au moment où, etc. Et là, qu'il y a un problème, par exemple, il y a un mail qu'il faut retravailler. Ben, ici, hop, je retrouve exactement, en cliquant, je retrouve le ZAP qui envoie le mail. Et je peux directement retravailler le mail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est là où on voit que c'est la doc qui est en fait une espèce de carto du projet en global et c'est des raccourcis vers les lieux de travail, quoi. Un peu comme une interface, une espèce d'interface pour l'administrateur. Pour l'administrateur. Ouais, voilà. C'est ça. Hein. Voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est vraiment indispensable de faire ça avant de démarrer. Pour moi, c'est obligatoire. Et je reviens au fur et à mesure, j'alimente, je rajoute les liens. À chaque fois que je fais une automation, je vais venir rajouter le lien. Quand je fais un formulaire, je viens. Alors c'est ça qu'on disait, à chaque fois j'oublie, etc. Mais il faut être discipliné, surtout dans les projets complexes. Et là, voilà, ça permet vraiment de maintenir le truc très rapidement dès qu'on a des changements à faire. Mais voilà, c'est vraiment pertinent, c'est vrai, quand c'est sur des projets long terme. Voilà. Par exemple, ça, c'est un client avec qui je travaille depuis déjà pas mal d'années. Et donc, du coup, on peut se permettre de passer un peu plus de temps dans la doc parce qu'on sait que de toute façon, on va y revenir. Alors que quand c'est du one-shot, je comprends que ça m'arrive souvent aussi, quand c'est du one-shot, on est un peu moins enclin, on a moins la volonté de documenter parce qu'on ne sait même pas si demain, on va retravailler avec le client. Voilà, c'était mon petit feedback. Est-ce qu'il y a vis-à-vis du doc, là, il y a une info qui demande des suivis des dates de mise à jour. Est-ce qu'on a le suivi des mises à jour du doc en lui-même pour voir si tu as oublié de mettre à jour ou pas, ou comme ça? Ah, tu veux dire c'est de log d'activité à chaque fois que je change? Ouais. Ah non, peut-être c'est une fonctionnalité comme ça, mais j'ai jamais. Oui, est-ce que c'est partagé au client? Évidemment. Évidemment. Donc moi, ce que je fais en général, ça aussi, je peux vous donner une petite astuce qui est assez pratique. En général, avec le client, vous voyez mon écran là. Donc en général, toutes les docs, je vais les mettre ici, voilà, dans le base guide. Et là, on va retrouver, je clique dessus, on va retrouver le flowchart. Là, on va retrouver le diagramme, tous les formulaires, etc. pour ne pas les chercher dans tous les sens, ils ont tout ça. Donc, c'est ce que je. Donc voilà. Donc comme ça, on n'a pas besoin de chercher. Elle est là. C'est pratique. Formulaire 1, 2, 3, c'est quoi par exemple? C'est des formulaires ou c'est la doc aussi? De quoi? La flowchart, d'accord. Basic diagram. Formulaire, c'est quoi les formulaires 1, 2, 3? C'est des... Alors, formulaire, c'est quoi? C'est que moi, dans les projets en général, j'utilise beaucoup les formulaires. Voilà, je suis un malade des formulaires. Et en général, je perds les liens. Et surtout, souvent, c'est des formulaires avec du préfill, avec des formulaires customisés. Donc, pour ne pas les mettre, pour ne pas les paumer, en gros, je les mets tous ici. Et donc, en fait, on les retrouve. Donc là, par exemple, ça, c'est le formulaire d'identification dans le cadre du RH. Je les retrouve ici. Après,
Après, c'est un autre formulaire, ce qu'on appelle d'entrée administrative. Je vais le retrouver ici, etc., etc. Moi, je fais ça pour mes clients, pour les équipes chez mon client sur des pages Notion. Mais c'est un petit peu différent, mais c'est oui. Oui, c'est vrai. L'idée, c'est de ne pas farfouiller dans tous les sens. L'idée, c'est d'avoir un endroit avec tous tes liens. Et hop, quand tu reviens, tu vas sur le i, tu ouvres, tu as tout, les formulaires, le flowchart. Et tout, évidemment, tout est partagé avec le client, bien évidemment. Aucun intérêt de partager. Alors. Donc du coup, Noam, si je comprends bien, toute ta doc, toi, tu la centralises dans Airtable, directement avec ton guide là. Et tu fais tes liens vers ton workflow Miro, où du coup, tu peux avoir des liens identiques, du coup, dans ta base Airtable et dans ton Miro. Et avec ces deux éléments-là, en fait, ton client, il a toutes les infos. Oui. Ok. Oui. Il vient sur sa base. Il a le plus important, c'est le diagramme, c'est le flowchart que j'ai montré sur Miro, et le diagramme entité-relation. Je ne sais pas si je l'ai montré, mais en gros, voilà, c'est juste des relations entre les tables. Ouais. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Ça, je dis toujours à mon client, voilà, tu peux rajouter des champs si tu veux, mais attention, voilà, la règle d'or, c'est ne jamais rajouter un field de link to another record. Parce que, sans m'en parler avant, voilà, ça, c'est la règle d'or. Parce que sinon, je leur explique que ça flingue tout simplement la structure de la base qu'on a mis des heures à travailler, à faire ensemble. Voilà. Et j'ai juste une autre question. Du coup, tu fais un seul flowchart pour tous les process de la boîte ou tu te sépares? Non, j'en fais un. J'en fais un, mais je le décompose en workflow. Tu vois, comme j'ai fait. En gros, si je te le remonte, ouais. vaut mieux faire tout ça. C'est ça aussi, Miro, c'est sympa. C'est que Miro, tu as la fonction vraiment du zoom. Donc, du coup, tu groupes en fait par thématique de. Vous voyez l'écran? Ouais. Si je dézoome, là, tu vas revenir. Là, en gros, tu as tout le sujet du onboarding avec les différents flows. Ouais. Et après, par exemple, tu peux descendre. Et là, pareil, tu as le offboarding, par exemple, avec tes différents flows. Tu vois? En fait, je rassemble tout dedans. Et après, tu peux te balader en fonction des différents flows que tu as dans le projet. Voilà. C'est dur à maintenir. Enfin, honnêtement, c'est dur à maintenir ou ça va? Non, c'est pas dur. C'est dur. C'est facile techniquement. C'est juste dur dans le. Oui, mais c'est un peu de la rigueur. C'est beaucoup de rigueur. Voilà. Ça, c'est plus difficile en termes de discipline, mais je suis en train de m'organiser pour le faire. Oui, pour moi, c'est indispensable. Qu'est-ce qui bouge? Parce que les automatisations, quand le lien est fait, j'allais dire, si tu changes l'automatisation dedans, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui demande des mises à jour souvent? Alors, la mise à jour, c'est évidemment quand tu modifies le workflow. Ouais. Tu modifies le workflow, tu dis finalement, je ne veux pas envoyer un mail à l'admin, mais je veux finalement envoyer un Slack au PDG. Donc là, tu modifies ton workflow et donc tu viens mettre à jour le truc. Des fois, il y a des améliorations. Il y a des finalement, à l'époque, j'avais pas mal fait de choses en code parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités, il n'y avait pas Airtable Automation. Donc, quand on va faire des updates, ou bien quand dans Airtable Automation, maintenant, tu as des ifs que tu n'avais pas avant. Du coup, tu le décomposes en plusieurs automations. Et maintenant, tu dis classique, maintenant tu peux rassembler en un. Donc, tu viens ici, tu modifies, et ensuite, tu viens modifier ta doc. Voilà. Voilà. Et pour le deuxième, c'est le diagramme. Dans le diagramme entité-relation, moi j'utilise un outil qui s'appelle diagramme.net, qui est là par contre complètement gratos. Voilà. Donc pareil, le diagramme, c'est un diagramme que je fais comme ça. Et ça, c'est gratos. Et ça, c'est parfait pour faire des diagrammes. Et pareil, les diagrammes, c'est tout simplement des relations entre les tables. Je ne rajoute pas plus d'informations que le nom des tables. Et pareil, ça par contre, je suis beaucoup plus discipliné dans la modification parce que à partir du moment où tu changes une relation entre deux tables, ça impacte directement tous tes workflows derrière, toutes tes automations. Donc ça par contre, voilà, là je suis beaucoup plus discipliné sur ce truc-là que sur le flowchart. Voilà. Donc les deux éléments, c'est vraiment flowchart, diagramme. Et avec ça, d'un côté les diagrammes des anticipations et de l'autre côté le workflow, enfin le flowchart, les deux, généralement, ça me suffit. Ça me suffit. On peut toujours rajouter plus, on va dire. En tout cas, c'est essentiel
dans le pilotage du projet. Alors, je précise aussi que mon mode de travail, ce que disait tout à l'heure Florian, soit on est un peu en mode coaching, c'est le client qui fait, moi je coach, soit on dit non, le client ne fait rien, moi je crée tout. Alors moi, c'est un peu une voie au milieu. En gros, c'est un peu comme tu disais, Julien, dans tes posts, c'est vraiment, je travaille avec le client. Voilà, le client, je dis, voilà, on est une équipe maintenant, c'est pas l'un contre l'autre, on va ensemble et on va construire la chose ensemble. Voilà, donc c'est coaching, mais en même temps, création du projet, responsabilité que le projet réussisse et qu'on arrive à une solution fonctionnelle à la fin du budget qu'on a défini. Parce que lui aussi, le client peut potentiellement aussi modifier un petit peu ces documents-là. Oui, mais en général, non. En général, non. Non. À moins que j'arrive avec un client vraiment qui est très très bon, etc. En général, j'invite à que éventuellement j'ai formé. Là, oui. Mais les clients, dès le départ. En général, les clients, je leur dis même ne vous mettez pas en créateur sur la base. Je leur dis mets-toi toi-même en éditeur pour éviter que. C'est ça que je demande en général à mes clients, de se mettre en éditeur eux-mêmes pour éviter de casser les choses. Donc ça dépend. Vraiment, ça va dépendre des clients. Benoît demande quelle proportion du temps d'un projet ça te prend pour faire une doc comme ça? 20%, moins, plus? Ah ouais, non. Ça dépend beaucoup. Ça peut, sur certains projets, c'est la majorité du temps du projet. Ouais, j'imagine. C'est plus de 50%. C'est plus de 50%. Ouais, à peu près, ouais. On va dire 30-40%. Moi, j'appelle ça du temps architecte. Parce que j'appelle ça, moi, je fonctionne avec des profils. Parce que je travaille moins avec une petite équipe, mais voilà, ce que j'appelle ça architecte, c'est l'architecture. Et après, tu as le temps consultant. C'est une fois qu'on a défini les workflows et diagrammes, en gros, après, réaliser le Airtable et faire des automations, c'est la partie simple, en fait. C'est facile de faire c'est facile de faire des tables, c'est facile de faire des champs, c'est facile de faire des automations. La difficulté, c'est savoir quoi faire. Voilà. Et puis, onboarder les gens aussi, ça prend du temps, moi, je trouve. Et onboarder les gens. Mais là, vraiment, j'insiste. Et là j'ai appris à mes dépens et j'ai des cicatrices sur tout le corps de ces erreurs que j'ai fait dans le passé, crois-moi. Voilà. Pas de documentation. Les utilisateurs finaux, il leur faut pas de formation. Il ne faut pas que vous les formez. Moi, je dis aux clients, ne les onboardez pas. Je leur donne une interface, ou je donne une shared view, ou je donne un truc. Je ne leur donne pas accès à la base. Donc, soit on va utiliser une shared view, soit on va utiliser une interface, soit on va utiliser un stacker. Je ne donne pas accès à la base aux utilisateurs finaux. Point barre. Et là, je leur dis aux mes clients, ne les onboardez pas. Juste donnez-leur sans rien leur dire. Si jamais ils posent des questions, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Moi, c'est vraiment mon conseil. C'est vraiment mon conseil. Et croyez-moi, j'ai vraiment galéré avec des utilisateurs finaux qui m'appellent, etc., et qui ne comprennent rien. Voilà. Ah, donc, si tu ne peux pas, donner comme ça quelque chose sans doc, c'est que ça ne va pas. C'est qu'il faut repenser le projet. C'est ça? L'utilisateur final ne doit pas, pour moi, ne pas avoir de. Sinon, il n'utilisera pas l'outil. Et moi, je ne sais pas quel type de client, mais moi, j'ai des clients, par exemple, des cabinets de compta. C'est dur. Déjà, pour leur sortir la tête de leur Excel, c'est un combat. Donc, si en plus tu leur donnes des docs et tout ça, non, c'est mort. Alors, il faut leur donner un truc avec une liste de choses et un bouton. Voilà. Tout ça, ils arrivent, ils comprennent, il y a un bouton, il ne faut plus appuyer dessus pour dire que la tâche est faite, par exemple. Voilà. Si ça dépasse ce truc-là, c'est que, voilà. Et j'ai un problème d'ailleurs avec l'interface, c'est que les gens peuvent accéder à la base. Ça, c'est un des problèmes. Et d'ailleurs, souvent, on les retrouve sur la base Airtable à faire n'importe quoi. Arrêtez d'aller sur la base, s'il vous plaît. Allez sur. Donc maintenant, je sais pas avec Airtable. Airtable m'a dit que ça y est, c'est dans la roadmap. Ils vont enlever le lien vers les bases sur l'interface. C'est-à-dire que les utilisateurs ne pourront plus aller sur la base à partir de l'interface. Donc ça, c'est le petit truc que je partage. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Merci Noam. Voilà, ça s'arrête. On va presque pouvoir partager nos interfaces à l'extérieur, presque. Ça, il m'a pas dit. Un jour. Après, je serais pas aussi catégorique sur les interfaces, sur la documentation utilisateur, dans le sens où il y a beaucoup de cas d'utilisation. Il y a des choses qui sont simples et d'autres qui sont déjà conceptuellement complexes. Faire la tâche en soi est complexe, donc tu peux faire tout le boulot que tu veux sur l'expérience utilisateur. Avoir une doc soit pour former nos utilisateurs, soit pour les tâches qui sont faites une fois par mois et les gens ont largement le temps d'oublier.
ça me semble être, enfin, pour moi, c'est clairement utile dans certains cas. Après, ça dépend ce qu'on entend par doc utilisateur. Évidemment, si tu sors l'encyclopédie, ah ouais, personne va la lire, ça c'est évident. Mais vraiment des choses. Mais d'ailleurs, même moi, pour mes process perso, j'ai une doc utilisateur. C'est juste, quand je fais tel process, je suis telle étape et je me la sors pour être sûr de louper aucune des 5 étapes, quoi. Non, je précise effectivement, c'est le type de projet dans le cas où c'est pertinent, parce que c'est pas évidemment pas pertinent que le projet, et c'est dans les projets où on a 1 ou 2 administrateurs qui vont utiliser la base de manière intensive, les admins, donc eux effectivement, ils ont accès, ils sont créateurs, ils ont la doc, ils travaillent avec moi, on travaille main dans la main, et après tu as un certain nombre d'utilisateurs finaux, que j'appelle end users, il y en a des fois 5, 10, 15, 20, voilà, et c'est à ces vingtaines d'utilisateurs-là que je dis, il faut mieux éviter, plus on leur simplifie la vie, plus on a des chances de se sortir. Voilà, croyez-moi. Voilà. Après, tu sais, quand moi j'ai des clients qui viennent d'Excel, qui avaient un process compliqué sous Excel pour aller chercher des informations un peu partout, et qui avaient l'habitude de leur Excel, finalement, quand tu les passes sur Airtable, alors je parle pas d'un gros projet, mais quand tu as une tâche très précise, quand tu as un processus qui était en place dans Airtable, dans Excel, et que tu le passes dans Airtable dans le format grid, la conduite du changement, elle se fait aussi simplement parce que il y a ce côté, si ça change pas l'interface, et limite ils peuvent faire exactement la même chose qu'ils faisaient le jour d'avant dans Excel, et tu peux ensuite par itération, moi, les amener à l'interface et leur apporter de la valeur ajoutée par la suite. Mais si tu veux utiliser les possibilités d'Airtable très vite, moi je sais que ça m'arrive de les amener dans Airtable rapidement, même des gens qui doivent l'utiliser. Mais ça va dépendre du type de projet. T'amènes tout le monde sur le Airtable, non? Ouais. Ah ouais. Alors, c'est le truc, c'est que j'ai peur, souvent, ils sont un peu submergés un petit peu d'informations quand ils arrivent sur l'Airtable. Ça, c'est un peu le. Effectivement, il y a des histoires de vues, des histoires de tables qui peuvent submerger. Donc là, je te parle d'un début de projet. Je suis d'accord que moins les gens ont la culture de la data, mieux il vaut mieux les sortir, parce que ils aiment pas aussi quand on leur impacte leur écosystème de travail. Tu vois, quand il y a des vues qui apparaissent, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de les voir, des tables qui apparaissent, ça laisse faire. Enfin, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est toi qui as le plus d'expérience d'entre nous sur tous les projets de code. Donc, je pense que attention, je pense qu'il y a aussi des types de projets. Hein. Moi, je suis vraiment sur des projets très souvent où, effectivement, c'est des systèmes d'information internes. Voilà. Et là, vraiment, après, il y a d'autres types de projets, effectivement, où c'est assez différent. Hein. Donc, vraiment, moi, je parle de. C'est là que j'ai le plus personnellement, de projets à faire. Voilà. Après, il y a d'autres. Du coup, Noam, en fait, tu as quand même si ce n'est pas une explication du fonctionnement de ton application, tu as quand même le fonctionnement, enfin, le process qui est bien retracé d'une façon ou d'une autre, rien qu'avec ton workflow, enfin ton flowchart, je veux dire. Ah oui, oui. Process, ouais, donc mais c'est pour les admins. Mais c'est que pour les admins. C'est pour les admins, hein. Et il n'y a pas l'équivalent du process métier présenté aux utilisateurs où ça ne dépend pas de toi, en fait. Non, je leur donne rien du tout. En fait, quand je dis end user, en général, c'est les utilisateurs. Alors, je précise aussi, parce qu'effectivement, on n'a pas partagé sur les types de projets qu'on a, mais moi, généralement, ces projets-là, alors, le end user, il a très peu d'interaction avec le système. L'interaction, en général, ça va être marquer une tâche comme complétée, par exemple. Tu vois, ou mettre à jour une pièce jointe. Par exemple, je dis que j'ai complété, je mets à jour une pièce jointe pour etc. Donc vraiment, c'est toute petite interaction. Et pour ça, ça doit être ultra fluide. C'est-à-dire, le mec reçoit une notif par Slack avec un lien, il clique dessus, ça ouvre un formulaire, il met ses informations, il met envoyé, ça met à jour la base, et puis hop, ça passe à autre chose. Mais tu ne penses pas que ça, c'est assez caractéristique des plus grosses structures où finalement les opérations sont morcelées entre les gens, et où les gens, il y a la personne en charge de la validation, la personne en charge de cette petite tâche.
Alors que peut-être dans les plus petites structures, bah, la personne qui gère le SAV, bah, c'est elle qui va récupérer toutes les informations, qui va les mettre dans le Excel. Et donc, ton format fonctionne effectivement, est assez adapté à des cas où tu morcelles, où tu envoies des petits liens, le mec qui valide, le machin, truc, et où là, tu comprends, effectivement, qu'ils n'ont pas besoin de tout comprendre parce que ils connaissent leur partie de process, et toi, tu leur facilites, tu leur donnes une nouvelle interface finalement pour faire la tâche. Alors que dans des contextes un peu plus, bah, les gens se font un peu, ils font tout, bah, ils ont beau pas être administrateurs ou pas être, oui. Ils sont la base, quoi, tu vois. Exactement. Les utilisateurs finaux ont très peu d'interaction. Là où il y a du challenge, c'est quand beaucoup d'utilisateurs ont besoin de faire beaucoup d'interactions. Exactement. Ça, c'est vrai. Et là, dans ces cas-là, je dirais que je viens stop tout de suite. Dans ces cas-là, il vaut mieux passer sur un stacker. On fait les trucs carrés. Il n'y a pas 10 000 possibilités de flinguer la base. Parce que moi, les cas où quelqu'un est venu et a flingué le truc en virant une colonne, voilà, ça m'est arrivé et on m'a appelé à minuit en me disant ça ne marche plus. Puis je suis arrivé, je me suis rendu compte que le mec, il y avait quelqu'un qui a viré une colonne, qui avait un fil, et ça m'a flingué le script, ça m'a flingué les workflows, ça m'a flingué tout. Donc c'est intéressant, il y a limite 3 niveaux de rigidité. Il y a le côté Airtable, c'est la fête du slip. Il y a le côté plutôt formulaire mais qui va être ciblé vers des gens où là, tu es un peu hybride au milieu. Et tu as la version plus rigide avec Stacker. Et selon ce que tu as dit, les deux dimensions, la dimension quantité de personnes et niveau d'usage, bah, en gros, quand tu as peu de gens et peu d'usage, bah, là, tu peux être limite dans Airtable parce que c'est simple, tout le monde peut le faire. Et plus tu montes en complexité, plus il faut que tu rigidifies au niveau du cadre. Quand c'est moi qui suis responsable, est-ce que le truc fonctionne? Ouais. Alors là, je prends pas de pincette, quoi. Je mets un insert view, un bouton. Voilà. Et je suis sûr et certain que ça va marcher. Parce qu'il n'y a pas où aller à droite ou à gauche, quoi. Tu as une share view, tu es read-only, et tu as un bouton, tu as une action à faire. Donc, il n'y a pas de risque. Voilà. Après, si le client me dit non, juste aide-moi et donne-moi des conseils et c'est moi qui fais, moi juste tu me donnes des conseils, alors là, pas de problème, fais ce que tu veux. Moi tant que c'est pas moi qui suis en charge, que ça marche, voilà, tu vois, c'est ça la différence. Tu es presque sur une séparation du back et du front, en fait. Ah oui, alors là, entièrement. Oui. Moi, Airtable, maintenant, c'est dans ces projets-là, encore une fois, je parle vraiment je ne sais pas quel projet encore vous avez. Moi, on a vraiment, Airtable a tellement de possibilités, mais dans ces cas-là, effectivement, oui, il y a un Airtable, c'est back et il y a un front. Voilà, je mets un front, premier niveau, shared view avec des boutons, deuxième niveau, interface, troisième niveau, stacker. Allô? Ouais, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Bon, on a mis 1h10 là, en tout cas c'était très riche. Comme j'apprécie, on est parti un petit peu plus loin que ce qu'on avait dit, mais de toute façon, je n'avais pas bien cadré le truc, donc c'était voulu aussi que ça parte un petit peu dans le pas. Là, je pense que c'était vraiment cool qu'on puisse échanger, parce qu'on n'a pas tous le temps de faire ça. À voir de quoi on parle le mois prochain. C'est un point, on verra. Je sais pas si vous avez des idées, mais est-ce que des sujets sur lesquels vous aimeriez débattre ensemble, par exemple? Ouais, une petite réflexion, une petite réflexion sur les automatisations en interne ou en externe. Ça peut être intéressant, connecteur API, tout ça. Ça peut être intéressant. Sur quoi? Sur qu'est-ce que tu mets dans la table? Qu'est-ce que tu mets sur d'autres outils, jusqu'où tu utilises les automatisations en interne et à partir de quand tu les sors vers Make ou vers Zapier ou autre. Je sais pas. Ouais. Il y a la thématique interface software aussi, qui est une frontière un peu intéressante aussi, que vous abordiez là. Et ces questions de frontières et de prise de décision liées à des outils, c'est très intéressant ça. Ouais. Genre choisir entre qu'est-ce qui est suffisamment bien dans Airtable, dans quel cadre on peut utiliser ce qui est dispo dans Airtable et à partir de quand, que ce soit pour les automatisations ou les interfaces, à partir de quand on doit faire ce switch. Et si on fait ce switch, est-ce qu'on le fait intégralement, c'est-à-dire que tout ce qui était précédemment dans Airtable, on le met sur Make, par exemple, ou est-ce qu'on garde une distinction entre les deux, des petites automatisations dans Airtable et des choses plus complexes peut-être dans Make? Vous avez eu des expériences de transfert comme ça, pour lesquelles vous pourriez discuter?
il n'y avait que du Airtable, vous êtes passé sur du Airtable plus Make ou Ouais. des choses à dire là-dessus? Ouais, mais principalement en fait pour des questions de volumétrie, quoi. Quand sûr. tu veux pouvoir et puis après aussi pour gérer, tu vois, quand tu as une automation qui fail dans Airtable, quand on a une, à la limite, tu peux la rejouer, tu vas toujours pouvoir te débrouiller. Quand c'est un système, quand Airtable est plus utilisé vraiment comme une base de données pour un système plus complexe, avec, je sais pas, des entrées-sorties en permanence, etc. Quand ton automation, elle va fail 100 ou 150 fois, là, pour rejouer tous tes records qui ont échoué, Comme ça, voilà, ouais. Alors que là, dans Make, tu peux faire simplement un data store qui te dit tel record ID, il était pending. Si ça échoue, tout est dans ton data store et tu vas toujours pouvoir redéclencher tes workflows, quoi. Mais donc, je pense, ouais, c'est un sujet intéressant. donc, J'ai d'autres idées. vas-y. Moi, je serais intéressé si un d'entre vous a l'opportunité, l'occasion de construire des vrais SaaS avec Airtable. Ouais, ça, moi, j'en ai déjà fait. Alors ça, Florian, moi, je suis vraiment friand de voir comment tu as fait ça. Moi, j'en ai fait un seul et c'est vraiment un cassage de tête phénoménal. Et je pense que si j'avais eu d'autres exemples avant, j'aurais gagné du temps. Donc, je serais ravi, moi aussi, de partager de ce que je peux partager, et toi aussi. Et aussi les interfaces. Alors, pas les interfaces spécifiquement d'Airtable, mais est-ce que vous avez utilisé d'autres interfaces que les interfaces d'Airtable? Donc, par exemple, Stacker, bon, j'en ai fait pas mal, mais par exemple, Softer, moi, je suis curieux de voir comment vous utilisez Softer. Est-ce que c'est facile d'utilisation quand on fait des apps? Ou par exemple, ceux qui ont utilisé, par exemple, WeWeb, qui est aussi un outil qui commence à aussi monter en puissance. WeWeb, t'as dit que t'as utilisé quoi? Avec WeWeb, alors j'ai entendu parler de WeWeb, je donne des exemples comme ça. Il y en a un autre qui commence à surgir de terre, qui s'appelle Moloco. Ouais. Qui est un peu un stacker plus. Alors moi, je fais toujours très attention avec les nouveaux. Moi, j'aime bien ceux qui, dans Zapier, je ne lâche pas parce que je sais que ça a marché. Je sais que. Donc, peut-être je suis un peu vieux, c'est peut-être mon âge. Qui me fait un peu avoir peur des trucs nouveaux, mais je suis quand même curieux de voir si vous avez utilisé ces outils-là, comment. Parce que finalement, c'est ça, pour moi, c'est ça vers lequel on tend et c'est là où il y a vraiment les plus grosses problématiques en termes de user experience, etc. Après, donc, quand on commence à ouvrir la porte à aller plus loin sur le front, se pose aussi la question de la pertinence d'Airtable pour le back, sachant qu'Airtable a un certain nombre de limitations aussi. On peut parler du nombre de records et du nombre de call API, notamment. Et quand on se détache totalement du côté front d'Airtable, est-ce que Airtable est toujours la meilleure solution technique? Je sais que j'ai utilisé Xano sur des projets. Xavier, qui est dans le chat, qui est très fan de Xano et Web notamment. Et c'est vrai que si on n'utilise plus du tout le front d'Airtable ou les interfaces Airtable, etc., est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir Airtable qui est un peu plus rapidement configurable? C'est sûr que mettre en place une base Airtable, c'est plus rapide que mettre en place une base Xano. Il n'y a pas de débat. Mais il y a quand même pas mal de limitations qui vont avec, quoi. Eh ben, je pense que c'est un super sujet. Ouais, mais un sujet qui sera abordé ici même dans une semaine. D'ailleurs, je sais plus exactement quelle est la date, mais la question de la stack technique. Quels outils d'un seul tenant ou modulaire, etc. Il y a une table ronde ici en France le 25, me dit Xavier. Donc voilà, ces sujets-là seront abordés prochainement. Après, nous, je pense que le but, c'est d'avoir ça dans l'angle d'Airtable. Hein. Je pense que le but, bien sûr. Après, mais oui, je pense qu'aborder les limites d'Airtable, ça fait partie des sujets d'Airtable. Hein. Je pense que, moi, les limites d'Airtable. Les limites d'usage, en fait. Les limites quelles sont les limites? À quel moment tu dis, non, là, vaut mieux passer à autre chose ou pas? Ça, c'est des questions auxquelles je suis confronté quasiment tous les jours parce qu'il y a les problématiques de limitation de records, etc. Les problématiques de sécurité aussi, d'accessibilité. Sécurité, RGPD, j'en ai tous les jours. Donc, moi, personnellement, je suis friand de savoir. C'est une grosse interrogation. Voilà. Donc, voilà plein de sujets pour toi, Julien. Là. On va aller jusqu'au 99e Arena sans souci. Il y a tellement de choses. Donc, parce que là, il y avait deux trucs. Il y avait l'histoire du SaaS, mais il y avait l'histoire du SaaS. Les interfaces, les différentes interfaces. Oui, et il y a les limites. Et les problèmes de limitation.
problématique. Sachant que les sujets peuvent se revenir parce que dans l'histoire du SaaS, tu vas commencer à parler des limitations d'Airtable. Enfin, les trucs se joignent. Ah oui, je suis Bien d'accord. sûr. Il faut essayer de découper ça. Ouais. Sachant qu'on va dériver sur les autres projets. Et après, ce qui est intéressant avec les limitations, évidemment, c'est les alternatives. Les alternatives dans Airtable, les alternatives hors Airtable sur les différents sujets. Parce que dans Airtable, il y a un outil top, mais pas dans tous les cas de figure encore aujourd'hui. Je pense qu'il va pas mal se muscler prochainement sur beaucoup de limitations qu'ils ont et de reproches qu'on leur fait, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais la thématique générale, c'est le périmètre d'usage et quand est-ce que c'est plus adapté et sur quoi tu passes après, que ce soit sur la partie front, sur la partie données, on est toujours sur cette petite question. Et comment se fait la transition aussi, parfois avec des situations hybrides où tu gardes certaines informations dans Airtable, que ce soit des automatisations ou peut-être de la donnée, et d'autres que tu envoies autre part. C'est une histoire de transition qui se pose. Enfin, on peut aussi remplacer Airtable sur une partie des cas d'usage, mais pas sur tout. Ça, par exemple, j'ai fait récemment une appli Bubble pour un client, mais dans l'immédiat, on laisse une bonne partie de l'administration sur leur base Airtable existante. C'est juste l'interface utilisateur qui va se retrouver sur Bubble, mais l'administration côté client reste sur leur Airtable. Airtable mal foutu qui plus est, mais je vais les aider là-dessus. Je n'ai pas encore mis les mains dedans, mais peut-être que la première thématique qui peut se poser, ce serait la question du SaaS. Enfin, ouais, si vous avez des SaaS, Florian, tu as fait un SaaS aussi, tu avais fait un SaaS? Ouais, moi je parle ici vraiment pour un client. Hein. Donc, ah, d'accord. Ouais, pas un truc interne. Ouais. Mais bon, après, je peux voir soit dupliquer pour essayer de white labelliser ou en tout cas éviter de. Enfin, je vais voir avec le client déjà comment on pourrait trouver une première thématique sur laquelle on a déjà des exemples concrets à montrer, de partir des exemples et puis pour débattre. Oui, voilà, je suis d'accord avec Alina, ouais. Ça vient de venir avec Alina. Donc, je sais pas parce qu'on parlait justement des limites et des transitions. Dans le cadre de projet, est-ce que vous avez des exemples? On parlait d'automatisation des cas dont vous étiez que dans Airtable et que là, vous êtes passé sur autre chose. Même, moi, j'ai beaucoup de cas où j'étais sur Zapier et j'ai passé sur Make, peut-être juste par méconnaissance de ce qu'il faut faire sur Zapier, mais quand je voyais ce qui s'était passé dans Airtable parce qu'il y avait Zapier, je me suis dit, on passe sur Make. Donc, il peut y avoir des débats à la fois sur la partie automatisation, à la fois sur la partie interface. Dites-moi, moi, les seules transitions que j'ai fait, c'est de projets avec du Zapier que je suis passé sur Make. Ah bah, Zapier Make, ça peut être un sujet aussi. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Moi, je suis curieux de savoir Make, qu'est-ce que ça peut faire que Zapier ne fait pas. Bah, je connais pas, donc je peux aussi vous aider sur Zapier. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Zapier, je peux aussi vous aider sur Zapier. Et voilà, peut-être qu'il y a des trucs qu'on n'imagine pas sur Zapier, sans script, évidemment, Noam, pas de script. Non, bien sûr. Non, mais c'est aussi un vrai avantage de Zapier, le module JavaScript. qu'Integromat n'a pas, c'est bien appréciable. Moi, c'est le seul. Un des quelques avantages que je vois à Zapier, même si effectivement, moi, comme Julien, j'ai plutôt fait, ou Julien, comme tu t'appelles sur. J'ai aussi fait des transitions Zapier Make parce que Make est beaucoup plus puissant sur énormément d'aspects et c'est vrai que. Ça peut être intéressant, ça, de parler d'automatisation demain, donc le mois prochain, sur raconter les transitions qu'on a fait, ce qu'on a fait sur Zapier, Make, pourquoi on les a fait, et d'expliquer, bah voilà, il y a une automatisation qui faisait ça, et on devait faire tel truc, c'était pourri, et sur Make, c'était plus simple, et peut-être que tu dois te dire, ah oui, mais le mec, il a fait n'importe quoi, on aurait dû faire ça. Ça, c'est un bon débat, je trouve. Et puis, ça permet d'aborder la question de Gildas sur le côté, oui, Airtable, automatisation autre part. Ça peut être bien, quoi, comme thématique. Ouais, je pense que ça peut être pas mal de venir avec vraiment un use case. Hein. Voilà, les gars, voilà, j'essaie de faire ça. Voilà comment j'ai résolu. Comment vous l'auriez fait? Ça peut être hyper intéressant comme approche. Je sais pas, Julien, ce que tu penses, mais. Un use case en particulier, oui, alors, moi, effectivement, j'aime bien ce cas-là. C'était un petit peu l'approche que j'avais sur le premier Airtable Arena, mais c'était un peu large.
Moi, j'aime beaucoup ce côté débat technique sur un point très précis. Moi, ça me va beaucoup. Hein. Ok. Euh, Bon. En tout cas, voilà, tu as plein d'idées là. bon. Ce sera sur la partie automatisation, je pense, au niveau de la thématique, et des questions de transition entre une situation initiale et puis. Moi, j'ai un cas qui est intéressant parce que tu as. Déjà, j'ai déjà travaillé dessus. C'est une petite boîte, donc bon, c'est pas ultra sensible. Il y a du Zapier à la base que j'ai viré. Il y avait trop d'automatisation dans Airtable parce qu'ils étaient à 25, donc il a fallu en virer d'autres. Donc voilà, on peut trouver des cas hybrides. Et puis en plus, c'est un cas assez concret. Donc je vais essayer de sortir voilà, peut-être un cas d'usage comme ça à débattre. Il y avait même des scripts. Ouais, c'est peut-être j'ai un cas intéressant avec Ok. ça parle un peu de tout et ça va vers du make. Donc ça vous dit, on peut parler de ça la prochaine fois. Cette thématique. Et il y a des histoires de scripts qui passent les 30 secondes dans Airtable et que ça me pète les. Voilà. Ça, c'est un truc que ça prend 5 secondes, mais en fait, quand tu les lances, quand on lance 15 à la fois, ben, en fait, ça tape vite les 30 secondes et ça te fait bugger tes automatisations. Ouais, je pense que j'ai un cas d'usage intéressant à faire. Comme ça, c'est à moi de travailler pour une fois. Et pourquoi pas, un peu comme on a un peu parlé de ça avec Julien, pourquoi pas ne pas faire un petit meet-up aussi physique, hein, maintenant qu'on peut un peu sortir de notre tête de notre bureau. Voilà. Ouais. Pourquoi pas essayer d'organiser un truc comme ça. Voilà. Un peu comme aux États-Unis. Ouais, il y a Noam qui veut lancer un projet. Non, un petit truc. Bon, moi, chaque fois, je me fais des listes de projets, de trucs à faire, mais finalement, je fais toujours 1% de des idées que j'ai. Mais voilà, je jette le truc. Je vais dire, ouais, il y a pas mal de gens sur Paris. Florian, il a son jet privé qui peut l'amener rapidement. Exactement, ouais. Donc, voilà. Bah, Moi, je vous attends, hein, je suis à Paris. Je vous attends. Gildas, toi, t'es En pas à Bretagne, Paris. là, vous venez tous, je sais pas, sur Quimper, là, par exemple. Au hasard. Au hasard. Bon, On peut trouver un endroit à Quimper avant pour recevoir du monde. En tout cas, c'était vraiment cool. J'ai vraiment apprécié les échanges. C'était sympa. Je pense qu'on va essayer de peut-être effectivement faire un espèce de cas d'usage où on discute d'un truc très concret. Ouais. Et sur la partie automatisation, sur Zapier versus Airtable versus Make, ça me parle bien. Ok, cool. Bon, donc Noam, il faut que tu réserves ton troisième mardi du mois de juin. Vas-y, on va l'inviter. Réservez tous voilà, on est 6 à l'écran, on sera peut-être 12 la prochaine fois, j'en sais rien. Apparemment, StreamYard tient la charge sur les utilisateurs. Donc, voilà. Side project, ah oui, c'est pas mal ça. Les side projects, ça revient à l'histoire du SaaS aussi, tu vois. Oui, du SaaS, oui. Il y a un petit peu de ça. Bon, prochaine fois, automatisation, et puis on voit plus tard. Bon, en tout cas, merci à tous. C'est très sympa. Merci à tous aussi. Bon courage sur vos divers projets, et puis à la prochaine fois. Allez. Ouais, bon après-midi. Merci. Salut. Merci Julien. Salut. Merci.